Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique du continent. L'Afrique, grenier du monde, peine à couvrir ses propres besoins en termes de suffisance alimentaire. Les espaces cultivables sont de plus en plus utilisés pour les cultures d'exportation et surtout des cultures industrielles. Les produits vivriers qui constituent pourtant un pan majeur des habitudes alimentaires semblent délaissés. Comment réussir l'autosuffisance alimentaire sur le continent grâce aux vivriers? Comment les acteurs s'organisent? Quels sont les défis à relever au quotidien et les perspectives d'un secteur vital pour le continent? On en parle avec nos invités du jour. Olga Ballo, vous êtes présidente de la Socovigo. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et avec nous ici en studio, Madame Fatou Keïta, présidente de la Socowa, Société de coopérative du Wadjet. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, mesdames, vous êtes des actrices majeures du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. D'abord, on a vu que la Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays, vient de vivre des crises assez difficiles. On a connu la Covid, on a la crise actuellement en Ukraine. Comment le secteur du vivrier a traversé ces crises, Madame Ballo? Ok, merci beaucoup. Faut dire que on a vraiment pris un coup parce que on ne s'y attendait pas. D'abord avec la Covid qui, comme tout le monde, je pourrais dire, nous a surpris. Voilà, et quand vous savez que dans nos bases, nous avons nos produits qui sont beaucoup périssables, il va de soi que cette crise-là est venue pour vraiment nous mettre au plus bas niveau. Mais heureusement que nous avons vite compris ce qui s'est passé et avec les coopérants, on a essayé de rattraper les choses en vraiment lançant un cri de cœur à nos autorités qui se sont dépêchées de vraiment trouver des solutions pour que nous puissions nourrir la Côte d'Ivoire. Nourrir toujours la Côte d'Ivoire, Madame Keïta. Vous aussi, comment est-ce que vous avez vécu cette crise et est-ce que vraiment le secteur vivrier ivoirien est aussi résilient qu'on le dit? Je pourrais dire quelque part oui, parce que de toute façon, la terre, on l'avait, hein, elle continuait à produire. Hein. Peut-être par rapport aux clients qui n'étaient pas toujours disponibles parce qu'il fallait, à un moment donné, je pense qu'on ne pouvait plus circuler comme il fallait. Les barrières entre les villes ont été un obstacle majeur hein, dans la circulation, la communication. Sinon, oui. On a continué à cultiver, à planter. Et les produits étaient là, mais il fallait pouvoir les distribuer. Et c'est là où a été le plus gros problème en ce qui concerne la Covid. Alors donc, au-delà de la Covid, de cette crise en Ukraine qui sont venues perturber en griffe l'évolution normale des choses, quelles sont les réalités, les obstacles auxquels vous êtes confrontés dans vos activités au niveau du vivrier? D'accord, merci beaucoup. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Je vais commencer par la pluviométrie. On parle de réchauffement climatique. Je vais dire que c'est une réalité dans nos zones. Voilà, donc ça fait que on n'arrive pas à cultiver comme on le souhaite. Voilà, parce qu'il n'y a plus de pluie. Et là, il faille trouver des solutions pour que ce phénomène-là soit vraiment réduit. Ensuite, notre deuxième difficulté, c'est le manque de routes. On a affaire à beaucoup de pistes qui, pendant souvent aussi la saison des pluies, on n'a plus de routes pour pouvoir convoyer nos marchandises. Il y a aussi le manque de formation sur les nouvelles techniques culturelles. Parce qu'on ne peut plus continuer à s'aimer comme au bon vieux temps. On parle aussi de l'assurance de nos coopérants. D'accord, Madame Fatou Keïta. Est-ce que vous aussi, vous vivez ces mêmes réalités? Et puis, il y a une question, est-ce uniquement des femmes qui sont dans le secteur du vivrier? Dans les faits, oui. Dans les faits, oui, mais je pense que c'est basé sur la tradition. Hein. Pour faire du vivrier, pour planter, pour produire, il faut la terre. Or, tout le monde le sait, les femmes n'ont pas accès à la terre. Le problème foncier qui date de
de nos grands-mères existent jusqu'à présent. Vous allez dans un couple, la terre appartient d'abord à l'homme. Et si elle venait à être veuve, bon, elle a la terre. Si elle n'a pas un fils aîné qui reprend les choses en main. Donc, forcément, oui, il y a le problème foncier. Et puis, bon, pour compléter ce qu'elle a dit, il y a l'accès au financement. Il y a, voilà, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de ce monsieur à qui, je sais pas si j'étais avec toi, on leur explique que cette fois-ci, nous venons avec une coopérative moderne qui va être gérée pas comme nos devanciers l'ont fait. Et on a pris peut-être 31 heures de temps à leur expliquer que nous venons là pour changer les choses. Et à la fin de cette conversation, le monsieur qui se lève et qui dit oui, mais si c'est pour faire du vivrier, c'est le monsieur qui le dit, nous n'avons pas de terre ici. Je dis, ah bon, pourquoi? Ah oui, parce que nous avons utilisé toutes nos terres à faire de l'anacarde et tout ça. Donc, je dis, il n'y a même pas une portion de terre. Non, il n'y en a pas. Et puis, il rigole, il dit, mais vous savez, de toute façon, le vivrier, c'est l'affaire des femmes. Voilà, donc c'est traditionnel, hein, je veux dire, c'est coutumier, voilà, le problème foncier n'a pas été réglé. Donc, il y a en griffe un gros travail de sensibilisation à faire encore au niveau des mentalités pour faire évoluer les choses. Mais tout à l'heure, quand vous parliez d'obstacles, vous avez dit qu'il y a cette difficulté d'accès à vos plantations pour pouvoir faire ressortir les produits. Vous avez parlé de techniques culturelles, mais vous essayez de vous réunir en organisation, en coopérative. Comment est-ce que vous faites face à ces obstacles? Qu'est-ce que vous proposez? Ok, donc merci beaucoup. Face à ces obstacles, on voit que nos gouvernants sont en train de faire des efforts, pour ouvrir les voies, pour que nos marchandises là puissent venir. Mais je veux dire qu'on ne peut pas ouvrir toutes les voies au même moment. Dans le fin fond du pays, là c'est encore véritablement difficile. Nous, ce qu'on fait, on prend notre mal en patience et puis tout ce qu'on peut faire, on le fait. On est obligé souvent de venir avec la marchandise dans des voitures qui ne sont pas adaptées. Vous comprenez, ces voitures-là ne sont pas adaptées. Et même quand on arrive, souvent les routes sont coupées, il faut tout décharger, faire passer, comment on appelle, essayer de faire passer le camion avant de recharger encore la marchandise et de pouvoir partir. Et toutes les marchandises sont mises de façon, je vais dire, on peut mettre la banane dessus, la tomate et tout. Ça fait que quand on arrive sur les lieux pour pouvoir décharger, on a beaucoup de pertes. Donc, le problème de route et je vais dire, de véhicules pour transporter nos produits est véritablement un des problèmes majeurs qu'il faut traiter aussi. Alors, à vous entendre parler, je vais revenir sur cette question de conservation. Quand vous utilisez, par exemple, un gros camion avec la banane et la tomate, les produits, ce que vous produisez, est-ce qu'au final, vous arrivez à commercialiser 100% de vos produits ou on est encore au stade où on a de grosses pertes au niveau de ces productions? Là, je pose la question à Mme Keïta. Est-ce qu'au niveau de la production, vous arrivez à vendre un maximum ou la conservation est encore un problème en Côte d'Ivoire? La conservation est un gros problème. Et je ne sais pas si d'ici peu on pourra résoudre ce problème-là. Pour y arriver, il faudrait peut-être professionnaliser les choses, hein? Entrer dans le système d'agroalimentaire, et conserver, transformer en poursuivant la chaîne, voilà. Et cela, ça demande la professionnalisation. Nous sommes encore dans l'informel. Ces produits-là, pour ceux qui ont les moyens, on les sort, comme moi je le fais. On les met dans les tricycles et puis on essaie d'aller le plus près possible, par exemple à Yamoussoukro, parce que si vous prenez la peine de venir jusqu'à Abidjan, vous risquez de les perdre. Donc c'est un gros problème qu'il faut résoudre effectivement. Vous n'avez pas abordé la question de la transformation pour limiter ces pertes.
On voit par exemple beaucoup de personnes qui paient de la tomate en coup de route. Est-ce que vous n'avez pas pensé à des petites unités de production de pâte de tomate, en tout cas pour éviter de grosses pertes au niveau de vos produits? Oui, je vous parlais tout à l'heure des techniques culturelles. Il est temps qu'on se forme. Il faut former aussi déjà, on peut déjà avoir ces petites unités de transformation déjà sur place. Vous allez voir qu'on va avoir, je vais dire, moins de pertes. Moi, par exemple, ce que nous avons fait, notre coopérative, nous sommes basés dans la sous-préfecture de Zagueta, dans le département de Bono. Là-bas, nous sommes spécialisés un peu dans la culture de l'acquis. Communément, les grains, on a ça pour la cuisine. Il faut dire que là, avec notre expérience, on a pu régler un peu le problème de terre parce que là, on n'a pas besoin d'une grande superficie, je vais dire, pour pouvoir avoir l'arbre d'acquis. Donc, avec 1, 2 arbres, les femmes arrivent vraiment à s'en sortir. Et ça, on a poussé un peu le pion plus loin en transformant sur place. Voilà, en transformant les grains sur place, soit en poudre, en pâte, en huile, en beurre, voilà, pour qu'on ait une plus-value. Certains diront que, et pourquoi que vous êtes en coopérative, donc il ne devait pas se poser de problème de choses, mais je vais dire que, vous savez, je dis toujours que quand quelque chose grandit, il atteint son apogée, il ne peut que redescendre. Voilà, et c'est ce que les coopératives que nos mamans, nos démencières ont fait aujourd'hui. Avant, tu pouvais aller dans un village, dire aux gens, bon, faites venir vos marchandises. Il y avait la confiance, il y avait tout. Mais aujourd'hui, là, c'est pas possible. Les gens sont plutôt individuels. Chacun cultive sa parcelle et après, on met ensemble. Et même souvent, je vais dire que c'est pas la coopérative même qui se charge de pouvoir transporter les gens. Aujourd'hui, on a beaucoup plus affaire aux individualités. Parce que les gens ont beaucoup été grugés. Ils ont beaucoup eu de pertes. Donc, chacun s'y est mis pour pouvoir apporter un plus à sa famille. Donc, tout le monde aujourd'hui est acteur du vivrier, est producteur, est commerçant, est transformateur. Donc, on va tout à l'heure venir sur la chaîne de valeur. Donc, ça pose vraiment un véritable problème. Donc, moi, je dis qu'il faut qu'on change de méthode de faire la coopérative. Parce que si c'est ce qu'on faisait il y a 50 ans, ça n'a plus lieu d'être. Les gens, ça ne marche plus. Aujourd'hui, voilà, je vais me répéter, mais on a plus à faire aux individualités. Aux individualités, mais justement, comment redonner confiance, comment revenir à ce facteur de cohésion et de coopérative, de groupe, de solidarité? Moi, il y a plusieurs voies possibles, hein, mais l'expérience que moi je suis en train de vivre sur le terrain, c'est qu'elle vient de le dire et les gens sont sceptiques. Il y en a qui veulent même pas entendre parler de coopérative. Et comment les amener à y adhérer, voilà. Je me suis dit, il faut aller par l'exemple. Il faut aller par l'exemple. Les parcelles sont là. Une fois, on avait un champ école. C'est-à-dire, j'ai donné une partie de cette parcelle-là comme champ. Je l'ai mis en disposition comme champ école. Mais dès la première pluie, chacun est retourné dans son champ parce que malheureusement, c'est une zone où il ne pleut pas beaucoup. Voilà. Donc, les gens ont plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes, à voir ce que leur propre champ leur apporte à eux et à la famille, plutôt que la communauté. Bon, donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, ces parcelles sont là, on va juste appeler certains membres ou des membres, en tout cas qui veulent bien travailler en communauté, leur dire, bon voilà, qu'est-ce que vous voulez faire comme spéculation? Je vais faire du piment. Ok, on te donne une certaine portion de terre, tu travailles là-dessus, etc., etc. Et puis, en fin de compte, on met tout ensemble. Et puis bon, quand ils verront que ensemble, on peut produire beaucoup plus, peut-être que ça peut les attirer. Mais sinon, aller sur la base, l'ancienne base, c'est difficile. Et cette année 2023, on parle beaucoup d'années de la jeunesse. Est-ce que vous pensez que le vivrier est aujourd'hui un tremplin pour permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir s'impliquer, s'investir dans la vie socio-économique? Oui, ça me fait sourire parce que je vais dire que le vivrier pratiqué il y a des années, comme on le fait aujourd'hui, ne pourra intéresser aucun jeune. Voilà, sincèrement. Il faut pouvoir mécaniser.
pour que la jeunesse puisse s'y impliquer. Voilà. Parce que on demande aujourd'hui aux enfants d'aller à l'école. Voilà, d'aller à l'école. Alors que travailler à la machette, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, quand tu n'as pas appris, tu ne peux pas travailler avec, c'est difficile. Donc, pour que ces jeunes-là puissent s'intéresser aujourd'hui à la culture vivrière, il faut qu'on puisse mécaniser, on puisse la mécaniser pour que ça puisse les intéresser. Sinon, on a quelques jeunes qui s'y adonnent, mais c'est tellement pénible, c'est difficile. Voilà, c'est vraiment difficile. Donc, c'est pas du tout facile pour ces jeunes-là de pouvoir s'impliquer totalement dans ça. Et parlant de mécanisation, c'est quand même aussi souvent de gros moyens. Est-ce que au niveau de vos coopératives, vous sentez les efforts du gouvernement? Est-ce qu'il y a des politiques qui sont initiées pour mécaniser progressivement le secteur vivrier, le secteur agricole, ou bien il y a des subventions pour vous aider à vous-même aller chercher le matériel dont vous avez besoin? Est-ce qu'il y a des politiques qui sont initiées comme ça de la part des autorités? À l'époque, je pense que le président Houphouët-Boigny avait mis l'accent là-dessus. Hein. Il y avait des structures qui existaient, qui vendaient, qui étaient dédiées vraiment à la vente des machines agricoles. Vers Abobo, là, quand on était encore plus jeune, voilà, mais qui n'existent plus en tant que tel. Il n'empêche que, justement, le gouvernement donne des appuis. Hein, il y a des partenaires aussi qui aident pour que chaque communauté, chaque coopérative voilà, s'achète ce qu'il lui manque, hein, ce qu'il lui faut pour faire avancer. Je veux dire, la politique de mécanisation a changé. C'est dû à quoi, je n'en sais rien. Mais ce qu'elle venait, je voulais rebondir sur ce qu'elle disait. Les jeunes, effectivement, lorsque les jeunes ont été à l'école jusqu'au bac, par exemple, après le bac, vous sortez, vous êtes bachelier, et on vous dit, bon, allez-y au champ. C'est pas les mêmes conditions hein, de vie. Utiliser la machette. Hier, vous étiez en train d'écrire sur du papier, le lendemain, vous dites d'utiliser la machette. Non. Cette transition-là, il faudrait, cette passerelle, il faudrait qu'on l'étudie sérieusement. C'est bien beau, hein, l'année de la... Mais c'est pas aussi évident. Alors, il faudra qu'on fasse le bilan. Je sais qu'il y a l'agence de l'emploi qui amène la plupart des jeunes à cela, mais il faudrait que demain ou après-demain qu'on fasse le bilan pour voir combien de jeunes par ceux-là sont entrés effectivement dans... Parce qu'il y a une période d'adaptation. Qui est-ce qui s'occupe de ça? Bon, il ne suffit pas d'avoir les moyens, mais il y a tout un tas de mécanismes qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait une meilleure adaptation. Alors, un tout autre volet, quand on parle de mécanisation, on voit un peu ce qui se fait en Europe, en Afrique du Nord. On a cette subvention, ces accompagnements, ce qui fait qu'au final, les prix des produits sont relativement abordables en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, les produits qui sont les produits vivriers qu'on tire à Bonon, à Boaplé, à Genoula sont compétitifs en termes de prix par rapport à des produits en grande quantité en Europe qui viennent sur les supermarchés Malheureusement, nous tous on fait le constat, hein, mais faut pas être sorcier pour pouvoir comprendre. C'est que je vais revenir un peu en arrière pour vous dire que l'un des problèmes aussi du secteur vivrier, c'est que les producteurs sont vieillissants. Voilà. La plupart je vous disais tout aussi, il y a 50 ans. Depuis le temps des Nantilou, Rosalie jusqu'à aujourd'hui, on est au moins à 50 ans. Donc, ça veut dire que nos méthodes sont un peu caduques. Il va falloir les choses. Donc, nos produits ici, on a des produits saisonniers. Donc, ça fait que quand il n'y en a pas ici, on est obligé de se rabattre. Par exemple, quand on prend l'oignon, on ne fait pas assez d'oignon ici. Voilà, l'oignon vient la plupart du temps ailleurs, c'est maintenant du Niger. C'est maintenant que nous sommes en train de chercher à expérimenter, à voir si l'oignon pousse en Côte d'Ivoire. Je sais que ça pousse, ça a commencé. On a des expériences à Boaplé. Nous sommes en train de faire une petite expérience pour voir. À Genoula, ça a réussi. Donc, petit à petit, nous sommes en train d'essayer. Pour la tomate, c'est aussi ça. Tout le monde est au courant que la tomate nous vient du Burkina. Je me demande qu'est-ce que
eux, ils sont là-bas dans un pays où il y a le désert et nous, on n'arrive pas à produire suffisamment. Mais c'est ça, c'est que je veux dire que l'État doit vraiment faire encore plus. Ils en font déjà, mais ils doivent encore faire encore plus. Moi, je prends ma zone que je maîtrise bien, la Marawe, Boifle précisément, où on a le Bandama. Vous prenez la bordure du Bandama, il n'y a rien qui est cultivé, pourtant c'est un terrain qui est vraiment plat, qui est propice à la culture. Je disais à mon directeur de zone de l'ANADER, mais pourquoi ne pas prendre cette superficie-là et puis mettre les coopératives à contribution? C'est-à-dire que ça va créer une saine émulation. Chaque coopérative va venir montrer de quoi elle est capable. Parce que tout à l'heure, on parlait de problème de terre. C'est un problème crucial. Aujourd'hui, à cause des produits de rente là, tu ne peux pas avoir, peut-être nous, dans notre zone, 5 hectares. Il y a eu un projet de maïs où on demandait 5 hectares. On n'a pas pu avoir. Parce qu'aujourd'hui, l'anacade et le café ont pris le dessus. On ne peut pas. Et on ne va pas les planter dans les bas-fonds parce qu'il faut faire du riz. Donc, tout ça, c'est vraiment des réalités. Donc, si l'État encore peut faire des efforts, encore, comme ils sont en train de le faire, pour que ces zones-là, au bord on a l'eau. Et puis, comme on appelle, au-dessus, on n'a pas de culture. C'est pas normal, on a des aides. C'est pas normal. On veut que la nourriture la quitte où. Et il ne faut pas attendre la pluie, parce que quand aujourd'hui, il ne pleut pas. C'est une réalité. Vous voyez, moi, j'étais au village. C'est maintenant que les gens sont en train de s'aimer. Depuis le mois de février. Avant, c'était janvier, février, les premières pluies. Mais aujourd'hui, c'est en juin là que les gens sont. Donc, imaginez un peu ce désastre-là. C'est vraiment, comment on appelle, une réalité. Il faut que l'État encore nous aide à vraiment mettre ces pratiques-là en chose. Nous sommes sur le terrain, on veut vraiment travailler. Justement, dans cette problématique de réchauffement climatique, est-ce que, entre vous, on a vu un peu des techniques qui se font dans des zones désertiques, on parle très souvent d'irrigation mécanique. Est-ce que ce sont des projets que vous initiez ou que vous appelez à être initiés en Côte d'Ivoire de plus en plus? L'irrigation, justement, je pense qu'à Korowe, ils le font. C'est pas très répandu comme méthode de chien. Et il reste donc le forage. Il m'a montré du doigt parce que effectivement, on a été confronté à cela. Mais l'irrigation suppose qu'il y a de l'eau, qu'il y a un fleuve à côté, hein, les canaux d'irrigation, je suppose. Mais nous avons fait ce forage-là. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais pour l'instant, on a peut-être regardé un peu plus trop haut, hein, en mettant en place un système d'irrigation voilà, de goutte à goutte. Et bon, voilà, et tout le monde n'a pas ce moyen-là. Je veux dire, c'est pas toutes les coopératives. J'utilisais cette technique-là. Voilà, ça coûte extrêmement cher. Et donc, ben voilà, on va y penser. Mais le système d'irrigation, oui, pourquoi pas, c'est beaucoup utilisé depuis Sankara au Burkina Faso. Je me souviens encore dans les années 80, le Burkina Faso venait, tu te posais la question, venait prendre tous ces produits vivriers ici. Il y avait au moins 2 ou 3 millions de Burkinabés qui étaient dans les plantations en Côte d'Ivoire. Et finalement, avec l'ère de Sankara, qui leur a dit, mais on peut nous-mêmes, c'est pas la peine de faire de grands barrages, avec des petits barrages, on y arrivera. Donc, petit à petit, les gens ont pris confiance en eux. On leur a montré simplement comment il faut faire ce système d'irrigation. Et c'est ça qui produit ce que nous voyons là. Les tomates, les aubergines et tout ça. Et à certaines périodes, ce sont ces pays, le Mali aussi, et le Burkina Faso et le Niger, les pays du Sahel qui nous nourrissent finalement. Donc, ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose beaucoup de choses. Il y a toute la politique en arrière, mais je pense que la Côte d'Ivoire a compris. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment, pour aider à cela. On a pratiquement une demi-heure et on arrive au terme de cette demi-heure. Alors, mesdames, si vous aviez un mot de fin, mais très rapidement, votre perspective, le secteur du vivrier, vos espérances. Il faut beaucoup mettre l'accent sur la formation. Il faut qu'on puisse changer de manière de faire. Il faut vraiment un changement total
au niveau même je vais dire des coopérants, au niveau des coopératives, au niveau de toute cette organisation-là. Il faut que la chaîne de valeur, on puisse y apporter vraiment de bonnes ressources pour que la chaîne de valeur même puisse fonctionner. On n'a pas eu l'occasion d'en parler parce qu'elle est vraiment très importante. Vous prenez aujourd'hui les producteurs qui sont différents des commerçants et qui sont différents des transformateurs. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de retour chez les producteurs. Ça fait que les producteurs s'appauvrissent pendant que les commerçants et je vais dire les transformateurs s'enrichissent. Alors que je pense qu'il faut revenir aux producteurs. Si on a de bons producteurs, je pense que le problème du manque de produits vivriers sera résolu plus que de moitié. Plus que de moitié. Madame Keïta, votre mot de fin? Bon, je pense qu'il faut professionnaliser donc ce secteur. Parce que c'est comme ça, on a parlé de l'accès au financement, à la terre bien sûr, mais au financement. Mais tant que le secteur n'est pas professionnalisé, les banques ne feront jamais confiance aux acteurs. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas avoir affaire aux petits producteurs dans l'informel et tout ça. Les banques ne fonctionnent pas, même les microfinances. Donc, songez peut-être à créer des agro-business à laquelle il y aura des produits, la transformation des produits alimentaires, mais il faut professionnaliser, il faut former pour pouvoir aller vers les banques. Et voilà, le producteur ne peut qu'emprunter aujourd'hui. Voilà. Merci encore, mesdames, pour vos contributions. Je rappelle que nous parlions des défis du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Nous étions avec madame Olga Ballo, présidente de la Socovigo, et madame Fatou Keïta, présidente de la Socoa. On retient donc la formation, la professionnalisation et surtout le renforcement de la chaîne de la valeur. Chers téléspectateurs et chers auditeurs, c'est ici que se referme cette émission Agréable Sud au programme sur nos antennes. À très bientôt.